bas qu'on a vu, je me rappelle de mémoire, c'était un grand immeuble avec une très belle adresse de Lausanne que je tairais, qui est parti à 1,8% de rendement. C'est nul, enfin 1,8% de rendement sur un immeuble à une adresse comme celle dont je parle, mais ils achetaient. Les peu de bonnes choses qui arrivaient sur le marché, ils étaient prêts à payer des trucs hallucinants. Je sais pas ce qu'ils font aujourd'hui honnêtement, parce qu'avec le coût de l'argent aujourd'hui, qui reste encore plutôt acceptable, c'est des rendements où on est négatif, c'est pas possible. Il y a un peu un retour à la réalité, ou plutôt un retour à quelque chose de plus cohérent par rapport à la valorisation de ces biens, qui était nécessaire, je pense. Moi, j'en ai quelques-uns déjà qui reviennent à la charge maintenant, qui ont acheté très cher il y a 2 ans ou 3 ans. Comment ça, je vais perdre de l'argent? Je dis pas que vous allez perdre de l'argent, vous n'allez pas faire une plus-value en tout cas. Il faut bien vous rendre compte de ça. Aujourd'hui, les banques financent plus au prix qu'ils finançaient il y a 2 ou 3 ans. On a vendu des appartements dans des immeubles des années 70, des années 80 à 14 500 francs du mètre en faisant 3 visites. Et les banques posaient un dossier, ce financement était validé dans les 3 jours et puis ça c'est fini. On n'a plus ça aujourd'hui malheureusement. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Bardia Louis. Hello Bardia. Salut Edouard. Merci beaucoup d'accepter de faire cet épisode. Donc, tu es cofondateur de la société Rockwell Properties à Lausanne. Exactement. Magnifique. Explique-nous peut-être rapidement ton parcours et ensuite on va s'intéresser cette fois au marché immobilier vaudois, surtout aujourd'hui. Avec plaisir. Merci de nous recevoir déjà Edouard. C'est sympa d'être ici à Sion aujourd'hui. Alors moi j'ai 13 ans d'expérience dans l'immobilier maintenant. J'ai fait, pour passer rapidement sur mon parcours, j'ai fait l'école hôtelière de Lausanne. Et j'ai tout de suite commencé à bosser dans l'immobilier quand je suis sorti de l'école hôtelière. J'ai bossé d'abord pour un investisseur privé qui faisait du développement immobilier. Je suis devenu un peu son secrétaire du conseil d'administration. J'ai appris pas mal pendant ces 2 ans. J'ai fait un master en immobilier à l'IEI, ensuite à l'Institut d'études immobilières à Genève. Il y a Très jeune fois ça, non? très jeune. Alors certaines branches, mais c'était quand même assez général. Donc c'était très Okay. possible d'implémenter ça après, de l'utiliser, disons, à l'échelle un petit peu plus globale dans le pays. Donc j'ai fait ça en 2013, j'ai fini en 2014. En 2014, je suis venu bosser dans le Valais. J'ai bossé pour Christian Constantin pendant un peu plus d'1 an. Ok. Et après, je suis parti bosser pour Bernard Nico pendant 6 ans. Donc j'étais responsable des ventes de son bureau de Nyon, dans le courtage. J'ai fait ça 6 ans et ça fait maintenant 3 ans, bientôt, dans quelques semaines, qu'on a ouvert Rockwell avec mon associé. Donc on est basé à Lausanne, on est spécialisé dans le courtage et la promotion immobilière. Donc j'ai les 2 casquettes, on fait du développement et du courtage. Ok. Je fais un peu moins de courtage moi-même actuellement, vu que j'ai mes équipes sur le terrain, mais encore un petit peu pour les objets, le portefeuille qui m'intéresse de garder. Et puis on fait aussi du développement, on achète, on vend, on rénove et on revend aussi. Ok. Puisqu'on peut garder, on essaie parfois de le garder, mais D'accord. plutôt de la revente. Voilà. C'est quoi le plus intéressant? C'est le courtage ou la promotion? Alors, pour moi, c'était le développement, c'était la promotion. Enfin, le but, disons, à terme de rentrer dans ce métier, c'était de devenir voilà, constructeur, donc de construire. Après, le courtage, c'est un super départ dans le métier parce qu'on apprend vraiment les ficelles, on apprend un peu tous les aspects du métier et puis on est surtout au front. On est vraiment les premiers à rencontrer les vendeurs et ensuite les acquéreurs et à faire les transactions. Donc, ça apporte beaucoup quand on veut faire du développement ensuite, d'avoir des équipes sur le terrain. C'est des rabatteurs pour nous finalement, ils ramènent les terrains, ils ramènent les bonnes opportunités au bon moment avant qu'elles fassent trop le tour du marché pour pouvoir encore acheter à des prix acceptables et abordables vu que c'est devenu très compétitif actuellement. Ok. Voilà. Ouais. D'ailleurs, par rapport à ça, je pense que le courtage, c'est une très très bonne entrée, un très bon début pour n'importe qui commence dans l'immobilier. Quoi ton avis par rapport à ça? Même qu'il y a quand même de tout et n'importe quoi. Alors, effectivement, c'est une très bonne porte d'entrée. C'est souvent la porte d'entrée d'ailleurs pour les gens qui n'ont pas de connaissances techniques. Donc, si ce n'est pas des architectes ou des dessinateurs ou des ingénieurs ou d'autres activités annexes du métier, c'est un peu là que les gens rentrent généralement. Alors, c'est un métier qui s'est, j'aime pas utiliser le terme démocratisé, mais qui s'est popularisé un petit peu ces dernières années en Suisse. Ça n'a pas toujours été un métier très convoité. Je pense que c'est surtout dû à l'avènement de ces séries télé américaines type Selling Sunset, $1 Million Listing, où évidemment ils mettent en avant les meilleurs agents d'une ville, Los Angeles, New York, Londres, et puis on les suit dans le cadre des plus belles ventes qu'ils ont dans le cours d'une année. Donc évidemment les petits jeunes, ils voient ça, ils se disent tout le monde roule en Rolls-Royce, tout le monde roule en Ferrari, tout le monde a des maisons à 20 millions, et surtout tout le monde gagne beaucoup d'argent, donc je vais faire ça. C'est un métier où on peut gagner de l'argent, évidemment, si on le fait bien et correctement, le métier. Mais c'est un métier qui est très difficile, qui est très compétitif. Moi, je dis souvent aux jeunes qui viennent chez nous postuler, pas une voie de garage, l'immobilier, c'est un métier à part entière. Il faut se former pour faire ce métier. Malheureusement, en Suisse, je crois que tu as évoqué ça dans un de tes podcasts récemment,
Et pour moi, c'est vraiment un point faible qu'on a, c'est qu'il n'y a aucune qualification, aucune formation de base obligatoire à suivre en Suisse pour devenir courtier. Donc n'importe qui peut devenir courtier du jour au lendemain. Mhm. Alors, quand on fait bien notre travail, c'est une aubaine, parce qu'on du coup, on a sur la masse des agents beaucoup d'incompétents ou de gens qui ne connaissent pas le métier, qui sont pour moi, j'appelle ça des ouvreurs de porte pour des visites. Mais ils n'ont pas de connaissances, disons. Des allumeurs de lumière. Exactement, c'est une autre manière de le dire, mais qui n'ont pas de connaissances techniques ni théoriques du métier. Le courtage, c'est un métier avant toute chose d'accompagnement, de conseil. Ouais. Les gens, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que les gens à qui on a affaire au quotidien, c'est des gens dont l'acquisition, qui sont sur le point de faire, ou la vente, c'est peut-être l'achat le plus important de leur vie, que ce soit le logement de famille ou pour leur couple, ou voilà, dans le cadre d'une vie de manière générale, un appartement, une maison, peu importe le prix. Et c'est des gens qui n'ont pas de connaissances dans ce métier, donc qui n'ont pas de connaissances techniques ou théoriques. Et le boulot d'un courtier, avant de faire des visites et de vendre et d'empocher une commission, qui est un peu la consécration de notre travail, c'est d'être capable de leur donner des conseils en matière de fiscalité, d'opérations notariées, de droit foncier, d'architecture, de construction, droit d'aménagement du territoire, si on prend un peu le sens large de l'aspect juridique et légal. Et évidemment, c'est un immense avantage quand on est en concurrence contre des centaines d'autres agents sur un secteur donné, d'être capable, quand on va voir un mandant ou un futur mandant, ou quelqu'un qui va nous donner quelque chose à vendre, ou quelqu'un qui va venir acheter quelque chose chez nous, de pouvoir lui donner un conseil qui est qualitatif, qui est réfléchi, qui est intelligent, qui est surtout objectif, et pas juste de vouloir donner un conseil par vanité pour pouvoir encaisser une commission. Et puis, c'est vrai que dans le cadre, vous allez voir un mandant qui veut vendre sa maison, quand il a eu quatre autres courtiers avant vous, pourquoi vous et pas un autre? C'est au détour des questions qu'il va vous poser, ou un acquéreur des questions qu'il va vous poser, d'être capable d'y répondre de manière intelligente et de manière éduquée surtout. Ouais. Donc le conseil que j'ai peut-être à donner aux jeunes qui veulent se lancer, c'est un métier difficile. On ne gagne pas forcément de l'argent en étant courtier. C'est un peu une idée préconçue qu'ont les jeunes. C'est plus difficile que ce qu'on croit. C'est très difficile même. Il n'y en a que quelques-uns qui réussissent très bien. Formez-vous. Formez-vous, soyez curieux, allez au-delà de simplement les connaissances de base dont on aurait besoin, et des formations de base qui sont très bien, dispensées par l'USPI notamment, mais c'est la base. Faites un brevet, faites un master, faites Alors ça demande évidemment du travail, ça demande un peu d'investissement personnel, ça prend du temps. Il faut le faire en emploi souvent, idéalement, pour avoir une expérience professionnelle en même temps. Mais faites-le, je l'ai fait, j'étais pas quelqu'un de très studieux dans ma vie, alors j'ai fait des études universitaires, mais mon master m'a vraiment donné une valeur ajoutée par rapport à d'autres concurrents ou d'autres confrères dans le cadre de mon travail, et aujourd'hui encore plus dans le fait de faire du développement et d'autres métiers de l'immobilier que simplement le courtage. Bien sûr, ouais. Dans le courtage, j'ai toujours dit que je trouvais que c'était un métier extrêmement intéressant, mais le gros problème du courtage, c'est les courtiers. Oui, effectivement, je te rejoins. C'est dommage, hein. C'est dommage parce que le métier en soi, il est très très beau et très sympa. Et en plus, il y a moyen de faire un réseau ultra intéressant. Et pour les gens qui sont curieux, et c'est pour ça que je pense que c'est une bonne entrée pour quelqu'un qui commence, c'est que si tu es curieux, tu peux apprendre énormément de choses parce que tu as contact avec beaucoup de monde. Les artisans, la banque, notaire, avocat, enfin tout le monde, fiscaliste. Donc tu peux apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Mais je pense que la plus grosse contrainte dans le courtage, c'est les autres courtiers, et surtout en récupération de mandat, au passage à la phase estimation. Exactement. Estimation où là, il y a tout et n'importe quoi. Absolument, ouais. Et ça me fait marrer parce qu'il y a un chalet. Moi, j'ai commencé en courtage en résidence secondaire en Valais. Et il y a un chalet que j'ai estimé il y a genre 2 ans, que j'avais estimé à 1,4 million, un truc comme ça, qui avait été estimé par un confrère à 2,2 millions, Bien sûr. qui est assez fréquent. Hein. Ouais, tout à fait. Donc évidemment que moi, j'ai pas eu le mandat parce que c'est plus intéressant pour le vendeur de vendre à 2,2 millions qu'à 1,4 million. Forcément. Bien sûr. Mais ça fait 2 ans qu'il est en vente là. Et aujourd'hui, il est à 1,7 million, je crois, et c'est toujours pas vendu. Et c'est terrible. Il se vendra finalement à 1,2 million, 1,3 million, 1,4 million, comme tu l'avais estimé. Alors, j'ai envie de te dire, oui, effectivement, c'est ce qu'on vit nous au quotidien. Et je vois mes équipes unis, j'ai pas eu le mandat parce que X ou Y l'a estimé à temps. Tant mieux. Il faut être patient. C'est un jeu aussi c'est un jeu de patience. Laissez-le le mandat. Laisse-le à 2,3 millions, 2,4 millions à ton concurrent. Reviens dans 6 mois. Documente bien tout ce que tu as fait. Fais des emails pour laisser des traces. Et dans 6 mois, une année, tu viens voir le vendeur en disant voilà, monsieur, c'est toujours pas vendu. Laissez-moi ma chance. Généralement, c'est là qu'il accepte de baisser son prix. Et peut-être que tu fais la vente et finalement, tu t'y retrouves. Mais ouais, effectivement, c'est toujours frustrant quand tu commences. Complètement. Frustrant. Ok, magnifique. Du coup, vu que ça tombe très bien, vu que tu as les 2 casquettes promotion et courtage, tu as quand même commencé par le courtage à la base. Complètement, ouais, exclusivement même. Ouais, d'accord, ok, magnifique. Où est-ce qu'on en est sur le marché immobilier vaudois maintenant? Alors, vous êtes plutôt haut de gamme? On est plutôt haut de gamme. On fait tout. Globalement. On fait tout. Donc, cette année, on a fait des transactions de 5 millions à plusieurs dizaines de millions.
sur les endroits très chers. Donc, on sait tout faire. L'immobilier haut de gamme, c'est un peu imposé naturellement. C'est aussi dû, je pense, à notre track record respectif, mon associé et moi, les gens qu'on embauche. Et puis, évidemment, la nature du portefeuille que tu arrives à mettre en place et les mandats que tu arrives à rentrer. J'ai beaucoup des courtiers, des amis qui font ça, qui ont commencé, qui me disent « Mais comment tu fais pour arriver sur un portefeuille avec un prix moyen de plusieurs millions et pas d'être sur des prix standards ?» Enfin, prix moyen par affaire sur Lausanne, c'est environ 1 million, 1 million 2. Donc, les gens, ils voient les grosses transactions puis ils se disent « Ah, mais c'est génial, tu fais… » C'est marginal. Faire une vente à 30 ou 40 millions, on en fait une ou deux, trois par an si on a beaucoup de chance. Et c'est pas ça qui nous fait gagner notre vie. Évidemment, on gagne très bien sa vie en les faisant, mais la moyenne des transactions, elle est entre 1 million et 1,5 million. Donc, le nerf de la guerre, il est là. C'est sur ça qu'il faut se focaliser, surtout au début. Puis après, c'est en rentrant une affaire, 2 affaires, 3 affaires, 4 mandats à 2, 3, 4, 5 millions et plus. Ça génère des visites, ça génère un portefeuille d'acheteurs aussi, parce qu'on parle beaucoup des mandats, mais aujourd'hui, finalement, ce qui est important, c'est d'avoir quelqu'un qui vient acheter ce que tu proposes. Ça a changé d'ailleurs. Ça a changé d'ailleurs, on va peut-être en parler un petit peu. Donc, évidemment, et par la force des choses, au fur et à mesure du temps et des années, tu as affaire à des interlocuteurs avec des budgets plus élevés, tu rentres des mandats plus élevés, tu peux proposer, on n'a pas toujours le mandat, on a parfois l'acheteur, on a parfois les deux, on a parfois que l'objet à vendre. C'est un métier qui s'est aussi beaucoup transformé au fil des ans. Moi, je me rappelle le courtage, il y a 10 ans, chacun faisait rouler sa bosse, il faisait son travail dans son coin en essayant de faire l'affaire seul. Aujourd'hui, alors évidemment, on rentre un mandat, si c'est en exclusivité, encore mieux, on le travaille quelques semaines seul pour essayer de prendre l'entier de la commission. Et moi, ce que je dis à mes équipes et même à nos confrères et nos partenaires autour, c'est mieux de faire 10 affaires à 2 avec une commission partagée que d'essayer de faire une affaire seule comme un idiot et puis de pas réussir à vendre l'objet et puis perdre le mandat. Donc, qui ne sait pas diviser ne sait pas multiplier. Exactement. Donc, tout ça pour dire que le marché aujourd'hui, il est tendu. On a peut-être eu la plus mauvaise année qu'on a eue dans l'immobilier, jusque là où je m'en souviens, des 10 dernières années pour moi. Parce que la raison principale, c'est l'augmentation des taux d'intérêt, qui est une incidence directe et immédiate quasiment sur le volume des transactions. Donc, peut-être pour rappel, tu en as certainement déjà parlé récemment, mais là, en l'espace de 18 mois, on a eu des taux d'intérêt qui sont passés de, je peux prendre des taux fixes à 5, 7 ou 10 ans qui étaient en dessous d'1%, même largement en dessous pour certains taux, à des taux qui ont fait 300 ou 350% jusqu'au pic cette année. On a frôlé les 3%. Alors, il y a eu beaucoup de gens qui sont montés au créneau en étant alarmistes. Mon Dieu, les taux, c'est cher, l'argent. Oui, le coût de l'argent a augmenté drastiquement. Mais nous, c'est quelque chose qu'on suit au quotidien avec nos partenaires, nos spécialistes en financement hypothécaire. Le coût de l'argent, il reste globalement assez bon marché en Suisse, comparativement à d'autres pays d'Europe ou dans le monde. Aujourd'hui, on a des taux, et ça fait déjà 2 semaines maintenant qu'on le voit, on arrive à refixer des taux fixes à 10 ans en dessous de 2%. Certaines banques le donnent. À 10 ans 1,80, 1,85, on a eu du 1,9 la semaine dernière. Donc, ça revient. C'est bon signe. La BNS n'a pas augmenté ses taux directeurs la dernière fois, n'a pas suivi la Fed ou d'autres banques centrales d'autres pays dans le monde. Les Américains sont souvent le commencement de tout cela. Le but étant de contrer l'inflation, mais je pense qu'on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est les taux ont augmenté, mais des taux à moins d'1%, c'est pas normal. Donc, on s'est habitué pendant plusieurs années à des taux très bas. Évidemment, ça stimule l'investissement, ça pousse certains ménages, certaines personnes à acquérir un bien. L'argent reste bon marché aujourd'hui, globalement. Et si on prend même les critères de calcul de solvabilité des banques qui prennent des taux historiques à 5% quand ils font leur calcul de financement pour l'octroi d'un crédit hypothécaire, on est loin des 5% encore aujourd'hui. Il semblerait, alors personne n'est devin, moi j'aime pas donner des prévisions parce que j'ai aucune idée concrètement, je vois où va le marché dans 6 mois ou peut-être une année. Vous dire où seront les taux dans 2 ans, j'en ai aucune idée. Je pense que quelqu'un qui s'aventure à le dire, c'est un avis personnel, mais il faut le dire, c'est un simple avis. Donc le marché, nous on a perdu, on a fait des statistiques, le marché moyen, donc des transactions à environ 1 million, 1,5 million, on observe environ 30 à 40% de baisse de transactions d'une année à l'autre. C'est beaucoup. 2022 à 2023. 22 à 23, ce qui est énorme. Maintenant, ça dépend du segment de marché. Donc, sur les biens de consommation courante, je dirais, donc, dont la plupart des gens se portent acquéreurs, la diminution est drastique parce que le coût de l'argent, le coût de l'endettement est plus important. Alors, il reste viable, il reste tout à fait acceptable, mais quelqu'un qui empruntait 1 million, je ne sais pas moi, à 0,8 plus l'amortissement obligatoire du deuxième rang, donc il y avait un intérêt global de 1,8 ou 2% par an. Donc sur 1 million qui payait 20 000 francs, aujourd'hui il va payer 27, voire 28, voire 30 000 francs. Donc 1,7, 1,8, 1,9 plus le pourcent d'amortissement. Donc c'est plus cher. Puis il était à 40, 45, 50. Exactement. Donc le ménage qui se retrouvait avec une charge hypothécaire. Là on parle typiquement de l'exemple d'un achat d'un appartement à 1,3 million,
dans lequel on met 300 000 francs de fonds propres, on emprunte 1 million à la banque. Donc, ce qui se passe concrètement, c'est que au lieu de payer 1 600 francs par mois, le ménage ou la famille doit payer 2 300 ou 2 400 francs. C'est 50% plus cher que ce que c'était il y a 2 ans. Donc, on réfléchit. Est-ce qu'il ne faut pas attendre? Puis, il y a une inertie importante dans ce métier quand même. Les gens, c'est un peu l'effet boule de neige. Les gens voient, oh mon Dieu, ça va pas. Ils entendent, moi j'appelle ça la discussion de bistrot. Quelqu'un lui dit quelque chose, alors il se monte la tête et puis d'un coup, tout s'arrête. Ça prend du temps. Ils vont assimiler que les taux maintenant, ils sont plus élevés. Tout va bien. Les transactions se font. Tu as parlé récemment, il y a quelques jours, du manque d'offres qu'on a dans notre pays. C'est le cas. C'est ce qui tient le marché aujourd'hui. On a cette chance. Il n'y a pas du tout assez d'offres par rapport à la demande. On a beaucoup plus de mouvements démographiques d'arrivée et de taux de divorce qui augmentent, des séparations qui font que les besoins en logement sont plus importants que ce qu'on peut proposer. Donc les prix tiennent. L'ajustement qu'on attendait par rapport à l'augmentation des taux, c'est pas fait. Très peu dans certaines catégories d'objets. Mais le marché, il est plutôt bon. Donc il faut se lancer si on a les moyens de le faire et puis le faire sereinement. Il est toujours assez bon. Il a beaucoup évolué. Il y a beaucoup d'incertitudes ces derniers temps. Mais c'est vrai que quand on regarde les fondamentaux, les éléments, les critères structurels de l'évolution des prix du marché immobilier en Suisse, on est quand même assez safe. Et par contre, tu parlais d'inertie. Enfin, déjà, par rapport au taux d'intérêt hypothécaire, j'avais fait la moyenne sur les 53 dernières années, depuis 1970. C'est monté loin. C'est combien on est non, en moyenne? Je passe 5,5. Donc, on est à moins. Un peu moins, on a 4,08. Ouais, ok, ça reste. 4%. Ouais, ça reste quand même largement supérieur à ce qu'on a maintenant. Mais parce que maintenant, ça fait quand même bien 10-15 ans qu'on est relativement bas. Complètement. Mais sinon, sur l'évolution des prix, tu parlais d'inertie avant et c'est très juste. Et aujourd'hui, on a quand même un nombre d'autorisations de construire délivrées qui fait assez peur par rapport à l'évolution démographique. Les années à venir. Tout est lent. Alors, on a un pays où, que ce soit l'accession à la propriété ou la possibilité de construire pour le promoteur, qui est compliqué. Donc, pour parler d'abord de la construction et des permis de construire, oui, aujourd'hui, alors vous prenez par exemple le cas de Genève, c'est l'exemple le plus criant qu'on a. Un plan de quartier, c'est 750 jours pour le mettre en place. Donc, il faut se lever tôt le matin. On a cette chose extraordinaire en Suisse qui est le droit d'opposition des tiers. Donc, n'importe qui peut démontrer un intérêt ou une raison de venir donner un avis peut s'opposer à une demande de permis de construire. La raison n'a pas besoin d'être extraordinaire. Alors, nous, on a eu des choses extraordinaires dans nos dépôts de dossiers. Ça peut relever de la protection d'une espèce d'oiseau à la protection des rives du lac, ou le voisin qui est juste pas content que la villa de 50 ans à côté de chez lui devienne un jour un immeuble. Alors, bien sûr, on aimerait maintenir le statu quo quand on est voisin, mais en ce qui nous concerne, nous, par exemple, avec mon associé, on fait des demandes de permis qui sont exclusivement réglementaires. On ne fait pas de demande de dérogation. On s'en tient au règlement et à ce qu'on peut faire sur la parcelle, ce qui limite finalement les possibilités de recours et de victoire, surtout dans le cas d'une procédure au tribunal. Mais l'un dans l'autre, un voisin ou une personne qui s'oppose, qui a envie d'embêter ou de faire perdre du temps, concrètement, si on va dans une procédure jusqu'au tribunal fédéral, ça peut prendre 3-4 ans, voire plus, dépendamment des pirouettes qu'ils arrivent à avoir et des autres gens qu'ils arrivent à greffer autour. Donc, ça prend du temps d'avoir un permis de construire, indépendamment de... Alors ça, après, c'est une question de politique. Je ne vais pas rentrer dans un débat politique, mais on n'a pas toujours des services techniques ou des services de la construction dans les communes qui sont très clairvoyants. On arrive parfois avec des idées. Alors, je me permets de penser qu'on a bon goût et qu'on dessine des choses qui sont agréables esthétiquement, mais quand on voit qu'il y a des règles qu'on pourrait interpréter dans un règlement qui sont assez larges, et que finalement, ils se cantonnent à nous faire un rectangle avec un toit et des fenêtres, on se retrouve à faire des dessins d'enfants d'école enfantine où c'est vraiment je caricature, mais le carré avec les fenêtres et le toit, alors qu'on a dessiné quelque chose de plus joli qui finalement peut être tout à fait réglementaire, mais on nous met des bâtons dans les roues parce que non, il faut que ce soit comme ça, on ne peut pas faire de toit plat, on ne peut pas faire comme ça, la pente du toit doit être comme ça. Donc c'est un peu frustrant. Compliqué, hein. Mais bon, on arrive comme à avoir des permis, on arrive à travailler. Mais par rapport à ces services, c'est vrai, c'est ce qui est le plus contraignant, je trouve, et ce qui est terrible, c'est que les services entre eux ne sont pas d'accord. Non, effectivement. Et ça facilite rien du tout, ça. Quand tu as passé les oppositions et après, c'est les services entre eux qui ne sont pas d'accord, c'est compliqué. Exactement. On te dit rouge, après on te dit noir, après on dit que si tu fais noir, rouge ça va plus, mais que si tu fais rouge, noir ça va plus. Enfin bref, c'est une catastrophe. Et par rapport à ça aussi, j'ai beaucoup parlé de la LAT et plus j'y réfléchis, plus je me dis c'est quand même incroyable parce que l'article 2 de la LAT, ça doit être densifié vers l'intérieur pour protéger la nature extérieure, préserver la nature extérieure. L'article 1 ou l'article 2. Et aujourd'hui, la grosse problématique, c'est quand je me suis rendu compte en voyant, je ne sais pas si tu as vu, mais à la Servette à Genève, il y a un cèdre qui a été coupé, un cèdre centenaire qui a été coupé pour faire 45 logements. Ouais.
Et quand j'ai vu le drame que ça a fait là-bas, je me suis dit, c'est quand même incroyable parce qu'on a voté, nous, en 2013, donc la LAT, la révision de la LAT, pour pouvoir justement densifier à l'intérieur. Mais aujourd'hui, pour protéger ce qu'il y a à l'extérieur. Mais aujourd'hui, on veut aussi protéger ce qu'il y a à l'intérieur. Absolument. Que ce soit les monuments historiques, que ce soit des arbres, que ce soit des étangs, que ce soit n'importe quoi. Et donc là, il y a une vraie problématique. Je pense que le problème, c'est l'interprétation de l'intérêt public, l'intérêt général. La ligne, elle est assez... Il faut savoir où la mettre et souvent, elle profite à une partie ou à l'autre. Donc forcément, il y a un conflit d'intérêt par rapport à la personne qui milite ou qui prêche pour sa paroisse. Alors, personnellement, et c'est un avis qui me regarde, je pense que la LAT, comme elle a été remaniée, est une aberration. Parce qu'elle aurait dû être plus sectorielle, elle aurait dû être nuancée, dépendamment des endroits. Il y a des endroits qui avaient un besoin de densification plus important, des endroits qui, évidemment, commençaient à faire on appelait ça le mitage du territoire, à faire des petits hameaux à gauche à droite, donc qui densifiaient n'importe comment. Il fallait redonner un cadre à tout ça. Mais le problème, c'est qu'une ville comme Lausanne et la commune de, je prends un exemple qui me vient en tête, mais qui n'est pas forcément représentatif, Penel-Jora, où il y a peu d'habitants, où on pourrait densifier mieux et plus, elle est au même régime qu'une grande ville. C'est pas possible de faire ça. Donc évidemment, après, on veut densifier, on veut faire mieux. Les promoteurs, nous, évidemment, on essaie de construire le plus possible, de maximiser la densification sur une parcelle. C'est ce qui donne la valeur à la parcelle en plus. C'est ce que veut la LAT aussi. C'est ce que veut la LAT aussi. Mais on va se retrouver avec, d'un coup, une commune qui est partante parce que le projet lui plaît. Et puis après, évidemment, il y a... Non, pas rentrer dans le détail de la procédure, mais ça part au canton, ça part au service du développement SDT, au service technique intercommunal, dépendamment d'où on est. Et puis c'est eux souvent qui viennent dire « Ah, mais non, là, il y aurait un projet de densification ou un plan directeur qui pourrait changer ou un plan directeur localisé. C'est pas en harmonie avec... alors que finalement, on pourrait très bien construire cet immeuble à cet endroit, densifier comme il faut, avec quelque chose qui répond tout à fait aux normes. On est en train de faire un projet où on nous impose de faire du LUP, du logement d'utilité publique. Donc c'est des logements à prix plafonné, loyer plafonné, avec un contrôle, dépendamment de la commune, de 10, 5, 15, 20, 25 ans même, dépendamment des communes. 25 ans typiquement, prix, c'est 25 ans, apparemment, aujourd'hui. Donc, par contre, on peut acheter un 3 pièces et demi de 70 mètres carrés pour 400 000 francs, ce qui est introuvable à Lausanne. Mais le loyer ne peut pas dépasser X francs du mètre carré par an. Alors après, il y a des combines pour aller outre ça, mais nous, on ne le fait pas. Donc, on laisse après les acquéreurs se débrouiller. Mais ouais, non, c'est compliqué. C'est devenu un... Faut se battre. Faut se battre tous les jours. Il faut se battre avec des gens qui sont même dans les services techniques, qui sont même pas du métier parfois, donc qui savent même pas lire un plan, qui savent pas lire un règlement, qui nous parlent de « Ah non, mais c'est écrit ça ». Mais en fait, devant vous, il relit la phrase 2 fois. Ah oui, effectivement, on pourrait aussi penser que ça peut aller dans l'autre sens. Et puis, voilà, mais je pense qu'il faut rester... Pour rester lucide, et puis il faut surtout, comme je dis, être réglementaire, faire les choses dans le cadre qui est autorisé. Et puis normalement, alors moyennant plus ou moins de temps, on arrive à avoir un permis. Mais c'est trop lent. Voilà. Et du coup, les prix, alors où est-ce qu'on en est là ? Est-ce qu'ils ont vraiment baissé ou pas sur le canton de Vaud ? Alors, je n'aime pas faire de généralité parce qu'il y a des catégories d'objets, des segments, que ce soit le prix ou le type d'objet. Un 2 pièces et demi en centre-ville devant la gare, et une villa de luxe et un appartement excentré dans une commune un peu plus campagnarde, c'est pas le même objet, c'est pas le même acquéreur. Donc le marché évolue pas de la même manière. Les gens parlaient d'une baisse de prix significative à cause de l'augmentation des taux. On la voit pas. La raison principale, c'est que l'offre n'a pas augmenté. Et on en a parlé, le manque d'offre reste bien inférieur, en deçà de ce qui devrait être. Donc les prix se maintiennent. Est-ce qu'il y a des catégories d'objets sur lesquelles les prix se sont un petit peu tassés ? Oui. Les gens qui avaient fait monter des plans financiers, je parle du neuf par exemple, qui avait fait des plans financiers avec la vibe qu'on avait il y a 2 ans, donc l'après-Covid, où c'était une folie, le marché était sous stéroïdes. On a pris 15% d'augmentation de prix sur certains marchés parce que tout le monde voulait d'un coup changer de logement, avoir un jardin, avoir un balcon, une pièce supplémentaire à cause du home office qui se généralisait. Venir en station de ski, par exemple, avoir un logement secondaire pour les week-ends. Ça s'est un peu essoufflé. Donc, on est sorti de cette phase-là. Les taux sont montés. Donc, les plans financiers un petit peu, je dirais, ambitieux souffrent un peu aujourd'hui. Je prends un exemple concret. Vendre aujourd'hui à, je sais pas moi, sur Terre Sainte, on est un peu actifs, nous, juste avant. Terre Sainte, c'est 5 ou 6 communes du canton de Vaud, tout proche de Genève. Coppet,My, Tanef, Founet, Grand-Pré-Séligny et d'autres communes, où on avait fait des pricing à même 14 000, 15 000 francs du mètre. Il faut être prudent aujourd'hui. Il faut peut-être revenir sur du 12 000, 12 500, 13 000 pour retomber dans des prix qui sont plus confortables pour les gens. La charge financière a augmenté, on en a parlé. Donc, faut faire attention là. Après, globalement, vous prenez de la villa jumelle dans Lausanne ou en périphérie de Lausanne, une bonne villa jumelle, je parle de 130 à 160, 170, 180 mètres carrés, avec un petit jardin,
il y en a pas. Il y en a très peu. Donc, Ouais. au prix, elle va partir. On peut même les vendre avec des petits premiums. On se retrouve même, nous, souvent dans des situations où on est au-delà du prix affiché parce que il y a 2 familles qui se tapent dessus, qui veulent la maison. Et puis après, alors, on le fait de manière élégante. Donc, on fait un appel d'offres sous-scellé. Donc, ils ont jusqu'à une date pour déposer leur meilleure offre auprès d'un notaire. Et puis, la meilleure offre, de manière totalement transparente, l'emportera. Mais les prix n'ont pas baissé comme ils auraient dû baisser. Après, je pense que, par exemple, dans l'immobilier de rendement, l'immobilier d'investissement, où là, on fait une valorisation du bien par la capitalisation, donc par sa rentabilité, où là, effectivement, quand on a des taux de capitalisation qui ont augmenté, forcément à cause de l'augmentation des taux d'intérêt, la valeur intrinsèque du bien doit baisser. Sinon, on se retrouve avec des rentabilités qui ne tiennent plus la route. Mhm. On n'a aussi pas affaire aux mêmes investisseurs. C'est des fonds de pension ou des grosses structures qui achètent. Ils ne font pas toujours appel à de la dette ou même pas appel à de la dette. Ouais. Où là, on n'est pas tributaire du marché financier ou des choses comme ça. Effectivement. Donc peut-être les petits appartements de rendement ont des prix qui ont baissé un peu ou qui sont plus négociables en tout cas. Alors, Ou avant, on pouvait pas du tout discuter. avant, en pas du 2020, tout. Aujourd'hui, 2021. peut-être un tout petit Aujourd'hui, peu. Mais ça reste quand même globalement, on parle je pense, d'un delta qui dépasse pas 5 ou 6% du prix affiché. Ah ouais. Alors Ok. qu'on aurait pu être quand même à des prix, des différences proches de zéro avant. Mais on Ouais. n'est pas non plus sur des négociations de l'ordre de 10 ou 15%. On a observé dans la baisse de prix de fin 2012, où on a atteint la pic historique des prix de l'immobilier en Suisse, Mhm. où on a eu cette détente pendant 1 ou 2 ans, où le marché s'est ajusté. Alors, je me rappelle parce que je commençais à bosser pour Nico à l'époque, où lui était un fervent défenseur de la stabilité du marché. Beaucoup de détraqueurs disaient c'est une bulle, le marché va s'effondrer. Lui était une des personnes qui disait non, mais le marché il tient. On aura un ajustement sain des prix et c'est ce qui s'est passé. On a perdu entre 10 et 15% de la valeur des biens. Ça s'est stabilisé, ça a recommencé à croître. Après, il y a eu Covid et puis tout ce qu'on connaît. C'est clair. Qui s'en est suivi. Donc là, c'est quoi les perspectives pour la suite, pour 2024 sur l'immobilier? Comptons de vous, hein, surtout. Ouais, alors moi je pense que moi je parle beaucoup à nos banquiers, je parle à nos partenaires dans les hypothèques, etc. Donc on essaie de suivre le marché parce que les indicateurs, c'est un peu eux. Ils ont tous l'air de dire que les taux sont stabilisés maintenant, qu'on va même peut-être observer début 24 une baisse des taux directeurs, sensible baisse. Ouais. Donc ce qui se traduirait par une baisse des taux hypothécaires aussi. On l'observe déjà depuis quelques semaines, donc il y a vraiment une accalmie par rapport à ça. Si c'est le cas, je pense qu'on va repartir avec un marché qui va gentiment se stabiliser et un volume de transactions qui va reprendre. Comme je disais, il y a une inertie importante. On l'a vécu au début de 2022 aussi. Les taux étaient encore relativement bas, mais il y a la guerre en Ukraine qui a éclaté. Et c'était un peu toute cette instabilité géopolitique en Europe, tout le monde qui avait peur, qu'est-ce qui se passe, la Russie aux portes de l'Europe. Personnellement, j'étais assez serein par rapport à tout ça, et on est toujours un peu préservé en plus chez nous en Suisse. Ouais. Mais il y a eu pendant 2 mois et demi, un arrêt quasiment total des demandes, etc. Les gens étaient un peu terrorisés par ce qui se passait. Et puis finalement, au bout de 2-3 mois, ils ont vu que il ne se passe pas grand-chose, ils ont commencé à en parler moins, et puis le marché a repris. Les médias aussi. Les médias aussi, évidemment. Mais voilà, donc je pense qu'il faut être assez pragmatique par rapport à ce qu'on lit. Il faut avoir un peu de recul, comprendre vraiment si ce qu'on lit peut avoir réellement un impact sur notre consommation ici en Suisse. La réponse est souvent non, en tout cas de manière très douce. Enfin, on le sent un tout petit peu. Moi, je me rappelle, je commençais le courtage quand on commençait à sentir les conséquences de la crise des subprimes en 2008 aux États-Unis. Donc, ça a pris quand même quelques années pour arriver chez nous, 1 ou 2 ans. 2011, 2012, 2013, où on avait vraiment l'après de cette crise mondiale économique. Et puis des gens de l'extérieur, des amis à l'étranger, dans des grandes villes qui me demandaient mais ça va, vous en Suisse, vous avez tenu. Et j'avais un peu honte de leur dire non, mais non, on n'a pas senti, très très peu, on n'a quasiment pas eu d'inflation, nous notre vie elle a continué en Suisse. Puis ils me regardaient avec les yeux grands ouverts, non mais t'es sérieux, c'est pas possible. C'est vrai qu'on a cette chance quand même chez nous d'avoir un marché qui est pas du tout spéculatif. L'accession à la propriété étant ce qu'il est, on peut pas spéculer de toute façon parce que avec les impôts qu'on doit payer ou la manière de s'endetter, c'est tellement compliqué que c'est embêtant. Pour nous, ce serait très bien si les gens pouvaient être un petit peu plus folichons et puis acheter un peu plus facilement. Mais globalement, le marché est sain et stable. On se sent en sécurité. Le Suisse, en général, est assez stable. Le marché est stable. Ouais. D'ailleurs, on dit souvent ça en résidence secondaire, parce que moi, j'étais actif à Nanda, principalement. Nanda, c'est une station très, très suisse. Ouais. Et du coup, les prix étaient beaucoup plus stables que dans certaines régions, beaucoup plus étrangères, avec des acheteurs étrangers. Typiquement, genre Verbier, où ça peut partir dans tous les sens. Parce que, voilà, 60% c'est des Britanniques. Eux, ils sont beaucoup plus j'achète, je vends, enfin, je rentre, je sors. Voilà, et beaucoup plus spéculatif, Et du coup, c'est des marchés très différents. Et le Suisse étant relativement stable, le marché immobilier reste stable. Alors c'est vrai quand on regarde l'effervescence sur certains marchés dans le monde où il y a des croissances absolument extraordinaires. Je pense à Dubaï, par exemple, depuis quelques années maintenant, qui est en explosion, surtout depuis le Covid.
J'en reviens d'ailleurs, j'y étais pour des vacances il y a quelques jours, et c'est vrai que c'est mon métier, donc par curiosité, je parle avec des courtiers, je parle avec des patrons de sociétés immobilières là-bas. C'est hallucinant, enfin, le volume de transactions qu'ils ont, Ouais. la croissance des prix, etc. On n'aura jamais ça chez nous. Mais on a Ouais. d'autres choses, d'autres. Pour moi, c'est un marché spéculatif, c'est une bulle là-bas Ah ouais, qu'on clairement. ne verra jamais ici. Parce que, alors oui, je pense que sur la durée, juste même indexé sur l'inflation, sur 15 ou 20 ans ou 30 ans, une position, bah, l'immobilier s'appréciera. Vous allez faire une petite plus-value. Alors, moi, j'aime pas dire qu'on achète de l'immobilier et on gagne de l'argent, parce que c'est pas vrai. Si on achète au mauvais moment, au mauvais prix, quand on revend, indépendamment de quand on revend, on peut faire une mauvaise opération. Ouais. Mais si la position est tenue, je pense à un logement de famille, nos parents qui achetaient une maison, un appartement dans laquelle on a vécu 15 ou 20 ans, alors, surtout ceux de ma génération où les parents ont acheté à la fin des années 90 pour revendre aujourd'hui, on fait souvent 300-400% sur l'investissement, ce qui est extraordinaire. Ouais. Alors, je ne suis pas sûr qu'on revivra prochainement ça, Ouais. mais je pense que quand même sur la durée, on est assez tranquille en Suisse. Aucun Suisse regrette d'avoir acheté il y a 20 ans de l'immobilier. C'était grandiose, on Ça, en c'est- rêve aujourd'hui. c'est clair. Ouais. Ça, c'est clair. Mais par rapport à Dubaï, c'est vrai que j'étais halluciné. Je suis allé aussi au début d'année là-bas. Mhm. Alors moi, j'aime pas du tout. C'est pas du tout mon style, Ouais. malheureusement. Mais peut-être je suis pas resté assez longtemps ou je sais pas. Mais j'aime pas du tout cet endroit. Enfin, c'est même moi qui adore le béton et l'architecture et je trouve que c'est too much. Ouais. C'est too much. Et effectivement, j'ai parlé aussi avec des professionnels de l'immobilier là-bas, bien sûr. Et puis, dans les promotions immobilières qui durent pendant 2 ans, Mhm. 3 ans, ces gros buildings, je parle, les apparts, ils se vendent 3, 4, 5 fois. Ouais. Ils s'achètent, ils se revendent, Ouais. s'achètent, ils se C'est une revendent. folie. Et l'acheteur, à la fin, qui récupère les clés de l'appartement, c'est peut-être le 4e propriétaire de l'appartement qui vient d'être terminé. Ouais. Ça, c'est une vraie bulle, c'est de la vraie spéculation. Ouais. Puis c'est souvent un petit peu le principe de la pyramide, quoi. C'est le dernier, excuse-moi l'expression, c'est un peu le dernier couillon qui se retrouve avec le prix surévalué à la fin. Et puis, bah, alors, s'il est encore dans le marché, il pourra vendre. Ouais. Mais ce qui s'est passé en 2008, 2009 à Dubaï, quand ils ont fait faillite, c'était ça. C'est que les derniers dindons Ouais. qui essayaient de faire comme de surfer cette vague qui durait depuis quelques années, qui sont arrivés trop tard, bah, ils y ont laissé des plumes. Ouais. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Par rapport à l'évaluation des biens de rendement, tu as dit avant quand même qu'il y a une différence et très juste à mon avis entre les biens de consommation, une maison individuelle, un appartement, et un appartement qui serait plutôt pour du rendement, des biens de rendement. Ouais. Moi, ma position par rapport à ça et par rapport aux immeubles de rendement achetés par des institutionnels aussi, autant privés qu'institutionnels, mais même plutôt institutionnels, je dirais qu'en dehors des prix qui baissent aujourd'hui, je dirais que c'est plus la valeur qui a été revue correctement. C'est juste. Disons que Bien sûr. pendant 3, 4, 5 ans, on a estimé n'importe comment. C'était aberrant. Moi, j'ai des exemples récents dans mon ancien emploi où j'avais un patron qui traitait des très gros dossiers et on voyait Ouais. des fonds de pension qui ont acheté. Je crois que le plus bas qu'on a vu, je me rappelle de mémoire, c'était un grand immeuble à une très belle adresse de Lausanne que je tairais, qui est parti à 1,8% de rendement. Donc, alors, même s'ils sont en fonds propres à 100%, c'est nul. Enfin, 1,8% de rendement sur un immeuble à une adresse comme celle dont je parle, Ouais. mais ils achetaient. Enfin, déjà, il n'y avait rien à acheter. Et puis, les peu de bonnes choses qui arrivaient sur le marché, bah, ils étaient prêts à payer des trucs hallucinants. Je ne sais pas ce qu'ils font aujourd'hui, honnêtement, parce qu'avec le coût de l'argent aujourd'hui, qui reste encore plutôt acceptable, c'est des rendements où on est en négatif. C'est pas possible. Enfin, Bien sûr, ouais. donc, Il perd de l'argent, ouais. donc, c'est là où je pense, pour répondre à ta question, que oui, il y a un peu un retour à la réalité, ou plutôt un retour à quelque chose de plus cohérent par rapport à la valorisation de ces biens, Ouais. mais qui était nécessaire, je pense. On avait besoin de revenir un petit peu à... Mais que ce soit dans l'immobilier d'investissement que l'immobilier résidentiel, je te dis, nous, on avait observé je dis pas de bêtises, je crois, septembre, de mars 2020 à décembre 2021, sur la globalité du marché, on avait fait plus 15% sur certains types d'objets, d'appréciation de valeur. Ouais. Alors, c'est génial quand on est vendeur, c'est génial quand on est courtier, c'est génial quand on veut faire... Voilà, on est de ce côté-là mais c'est absolument pas sain, c'est pas normal de prendre 15% d'augmentation de prix. Alors, on parlait de Dubaï, c'est ce qui pourrait se passer dans un endroit comme Dubaï, mais pas en Suisse. Alors, moi, les vendeurs, quand ils venaient me voir, sérieux, je peux vendre mon appart à tel prix? J'ai dit oui, c'est génial, dépêchez-vous de le vendre, parce que il y avait des acheteurs aussi, de l'autre côté, parce que l'offre était ce qu'elle était. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a tous ces gens, moi j'en ai quelques-uns déjà qui reviennent à la charge maintenant, qui ont acheté très cher il y a 2 ans ou 3 ans, qui veulent vendre maintenant en me disant, ah mais tiens, je vais vendre mon... Je suis un peu mal à l'aise, parce qu'ils reviennent vers moi naturellement, parce que je les ai aidés à vendre il y a 3 ou 4 ans. Je dis, écoutez, alors, je vais essayer de vous obtenir le prix qu'on a payé, parce qu'il y a les frais d'achat en plus, donc lui, il a payé ce qu'il a payé plus les frais d'achat. Et puis il me regarde avec des yeux, mais comment ça? Je vais perdre de l'argent. Je ne vous dis pas que vous allez perdre de l'argent, et vous n'allez pas faire une plus-value en tout cas. Il faut bien vous rendre compte de ça. Aujourd'hui, les gens ne payent plus. Indépendamment de ne pas payer, les banques ne financent plus au prix qu'ils finançaient il y a 2 ou 3 ans. Ouais. Nous, on a financé des choses, je prends le marché que je connais bien, l'Est lausannois, les jolies communes cossues de Lausanne, Puy, Lutry, Paudet, Grandvaux.
on a vendu des appartements dans des immeubles des années 70, des années 80, des appartements même pas rénovés, hein, à 14 500 francs du mètre en faisant 3 visites. Et les banques, ils posaient un dossier, c'est même pas que est-ce qu'on peut venir faire un tour, c'est le financement était validé dans les 3 jours, et puis, C'est clair. mais ça c'est fini, on n'a plus ça aujourd'hui malheureusement. Est-ce qu'on est d'accord que les banques aujourd'hui, elles sont insupportables? Alors, le problème qu'on a, et je pense que le cas de Crédit Suisse nous aide pas, c'est qu'on avait 2-3 Ouais. grosses banques qui étaient les acteurs principaux du marché, mais je pense notamment, surtout dans notre cas, nous, en tant que promoteurs, les petites banques ne financent pas la construction, typiquement. Ne financent pas les crédits de construction, ne financent pas les projets de développement, parce qu'ils ne savent pas le faire. Donc, il fallait naturellement aller vers BCV ou Crédit Suisse ou UBS, qui étaient un peu les seuls acteurs, interlocuteurs sérieux à qui on pouvait parler pour faire ça. Ouais. Alors, aujourd'hui, il en manque un gros. Donc l'UBS a ramassé tout ça et c'est quasiment devenu un système de monopole. Donc si vous aimez bien, que votre projet tient la route, que vous avez un bon track record et puis que le responsable qui va vous recevoir, il est de bonne humeur, bah, vous allez avoir un financement qui tient la route. Ouais. Puis si sur le moment où vous allez être trop petit ou que le projet est un peu borderline ou qu'il est un petit peu limite, eh ben, c'est désolé, on ne peut pas vous financer, monsieur. Et il n'y a pas 50 alternatives à ce financement aujourd'hui sur le marché. Après, pour l'immobilier résidentiel, pour les gens qui empruntent, ils sont compliqués. Alors, je ne veux pas être médisant sur nos amis banquiers. Il y en a peut-être certains qui nous regardent et on marche main dans la main tous les jours, nous, dans notre métier, mais ils sont devenus beaucoup plus regardants aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 2-3 ans par rapport aux valorisations des biens. Et c'est vrai que vu qu'il y a peu d'offres, il y a parfois des transactions qui se font à des prix qui ne sont pas tout à fait au prix du marché, qui sont plus élevés que le prix du marché, parce que 2 familles ou 2 personnes veulent absolument un bien, et ils se heurtent à la problématique du financement où la banque va dire je ne peux pas vous donner 80% de taux d'avance, mais ça sera plutôt 70%, il faut mettre plus de fonds propres, puis les transactions se font de cette manière-là. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est pour ça que ça se négocie un peu aussi. Complètement. Mais ouais, moi je les trouve aujourd'hui, et alors certes pénibles, mais aussi très très lentes, quoi. Très lent. Dans les prises de Très décision, c'est Très la lent. responsabilité, on la repousse vraiment le plus longtemps possible, quoi. Complètement. Quand on est obligé Ouais, d'aller pied contre le mur et on est vraiment obligé de dire oui ou non. Alors là, on dit oui ou non, mais il faut aller C'est en ça. bout, hein. Alors, pour les défendre un petit peu, pas forcément certaines banques, mais de manière générale, on oublie quand même assez souvent qu'il y a quand même une multitude de possibilités pour financer l'acquisition d'un bien à titre privé, j'entends. Même les résidentiels, il n'y a pas que les banques, il y a des assurances aujourd'hui. Moi, j'étais assis avec un de nos partenaires qui est un ami qui ils ont une société de financement, ils font du financement hypothécaire principalement, un peu d'assurance. Il me disait, mais tu sais, les gens, ils pensent tout de suite à UBS, BCV, Raiffeisen, et puis il me dit, moi, je peux te lister là 20 ou 25, voire 30 structures, que ce soit des assurances ou des banques, qui font du financement hypothécaire dans un rayon de 20 km ici. Ouais. Même moi, qui suis du métier, qui connais quand même bien tout ça, je lui dis, mais t'es sérieux, 30? Puis là, il a commencé à me faire un peu une liste. Puis je dis, ah ouais, effectivement, il y a quand même des options. Après, pas tous sont qualitatifs, pas tous vous donnent des conditions qui sont bonnes ou qui sont peut-être les plus adéquates. Ouais. On peut avoir un taux préférentiel, mais d'un coup, avoir des conditions de sortie du crédit qui sont très problématiques ou très restrictives. Il faut quand même faire attention de ne pas vouloir économiser pour payer un peu moins de mensualité. Parfois, c'est mieux de payer un peu plus, mais d'avoir une banque plus flexible le jour où vous voulez remettre votre crédit, que vous voulez le casser l'hypothèque, que vous voulez faire autre chose. Avoir un peu de flexibilité, c'est important. Il n'y a pas que le taux à regarder, hein. Il n'y a pas que le taux à regarder. Les conditions. Exactement. Et les assurances financent les promotions ou pas? Le développement? Non, on n'a jamais réussi. Non. Franchement. C'est pas impossible que ça arrive, mais Ouais. surtout parce qu'ils vont se rendre compte, mais comme des assurances qui commencent à faire du courtage pour aller dans l'autre sens, parce qu'ils se rendent compte qu'ils perdent Alors, pour moi, c'est un petit peu une aberration de financer et puis d'avoir le type qui vous vend dans la même structure, parce que pour moi, il y a un clair conflit d'intérêt. Mais voilà, les gens font un peu tout aujourd'hui dans l'immobilier. Toutes les structures proposent tous les différents métiers. C'est le gros problème d'ailleurs. C'est un gros problème. Parce qu'ils ne le font pas toujours bien. Je pense qu'il faut faire ce qu'on sait faire. Nous, on nous demande toutes les semaines pourquoi vous ne faites pas de gérance et d'administration d'immeubles, parce que c'est très chronophage, on ne gagne pas beaucoup d'argent, ça demande beaucoup de ressources humaines, parce que c'est malheureusement des métiers où on peut automatiser certaines choses, mais il faut quand même une intervention humaine, je veux dire un état de lieu de sortie, un service technique pour la gérance. Il faut un type physiquement qui va sur place pour voir un défaut, pour faire un état des lieux d'entrée, de sortie, etc. Nous, ça ne nous intéresse pas et on ne sait pas faire ça. Donc, je le délègue forcément à des partenaires, des gens. Alors, on a des gens avec qui on travaille. Donc, moi, quand j'ai quelqu'un qui m'achète un truc, qui veut le mettre en location, je vais naturellement le pousser vers un confrère qui fait ça. En disant, voilà, vous êtes en de bonnes mains. Eux, c'est leur métier. Ils font de la gérance, ils font de l'administration de PPE, d'immeubles. Allez chez eux, vous serez bien servi. Ouais. Et je pense que chacun doit faire son métier et pas essayer de faire tout et de le faire mal, du coup. Compliqué, hein, chez les petits courtiers aussi, courtiers qui débutent. J'ai déjà remarqué ça. Indépendant, fait une vente. Après, il se dit, purée, tiens, j'ai fait une vente, là, je vais glisser une assurance, là. L'assurance de la maison, là. C'est qui assure? Ah, tiens, je vais glisser une assurance, là. Puis, tiens, le financement, vous faites comment? Je vais glisser le financement, là. Puis j'y pensais. Vous avez pensé à la retraite et au troisième pilier?
Ah bah tiens, je vais faire un peu de planification financière. Au final, le client, alors il a un gros retour sur investissement, le client. Ouais. Mais il est mal conseillé tout le long parce qu'on ne peut pas tout savoir. On peut pas tout savoir. Il faut mieux Ouais. spécialiser, comme je dis, dans ce qu'on sait faire, le faire mieux que les autres, et passer la balle aux confrères et à des gens avec qui on peut sous-traiter certaines choses, parce qu'ils Ouais, le c'est font clair. mieux, forcément. C'est clair. J'avais parlé il n'y a pas si longtemps que ça avec un de tes confrères du canton de Vaud d'ailleurs, Mhm. qui fait que du courtage, pas de promotion, mais du coup qui vend pas mal de promotions. Et qui m'a dit pendant les 15 dernières années, là, il se souvenait pas avoir vendu une promotion euh, pendant la construction. Il avait tout vendu toujours sur plan. Mhm. C'est toujours vendu sur plan. Il a jamais vu en fait les immeubles construits avant de vendre. On en est où là maintenant? Ça change un peu. Ouais. Aujourd'hui, on arrive un peu dans la situation où, alors, pas tous les projets, de nouveau, il faut nuancer. Bien sûr. Un projet en centre-ville, devant une gare, où il n'y a pas de parking, c'est des petits logements, généralement, 2 pièces et demie, 3 pièces et demie, studio, ça se vendra toujours très vite et très bien parce que c'est des prix de vente qui sont accessibles à un plus large spectre d'acquéreurs, donc forcément qui vont partir plus vite, surtout s'ils sont bien placés. Ouais. Après, pour des projets qui sont un peu plus excentrés ou plus onéreux, plus grands, avec des typologies de logements plus importantes et plus grandes, ça peut prendre plus de temps maintenant. On a des exemples concrets du marché qu'on peut regarder auprès de gros promoteurs du coin qui lancent des grosses opérations. Je parle de plusieurs dizaines d'appartements sur un seul et même développement, où là, alors que le chantier est même bien avancé, on n'a même pas atteint 50% des ventes. Alors, c'est aujourd'hui dû aussi principalement à des plans financiers qui avaient été fixés il y a quelques années. On parlait de la lenteur d'obtention d'un permis de construire. Il faut se rendre compte qu'on parlait d'inertie. Quand le jour où un promoteur va visiter un terrain pour la première fois, donc il commence à se poser les premières questions, à quel prix je vais vendre, quelle typologie de logement je vais mettre, et l'obtention, le début de la mise en vente, ça peut prendre des années. Ouais. Alors vous avez intérêt à être assez méticuleux sur votre plan financier, à fixer des prix qui sont plutôt pessimistes même, j'ai envie de dire, pour être sûr qu'en cas de mouvement de marché dans le mauvais sens, donc à la baisse, bah, votre plan financier tienne la route. Et ça, je pense que c'est ça qui vit un peu aujourd'hui, c'est que c'est des projets qui sont très beaux, très bien placés pour certains, mais trop chers, ou avec un marché en plus qui est ralenti. Alors évidemment, les premiers très bons lots vont se vendre, les attiques vont se vendre tout de suite, les jolis lots en rez-de-chaussée avec des 5 pièces et demi pour les familles vont se vendre assez rapidement. Après, quand vous avez 50 autres lots sur les 60 ou 70 lots à vendre, bah, ça prend du temps. Et là, il faut avoir quelque chose de plus que simplement un plan de dimension à montrer à quelqu'un ou des jolies images 3D. C'est que le client, bah, c'est là où les ventes vont commencer à se faire, qu'il puisse physiquement se rendre sur place, qu'on puisse l'amener dans l'immeuble. Alors, c'est brut, c'est du béton, il n'y a pas de cloison forcément encore, mais ils voient un volume, ils voient un espace. Encore une fois, la plupart de ces gens à qui vous adressez, ce n'est pas leur métier. Donc, leur mettre un plan à plat en leur disant tiens, ça c'est 120 mètres carrés, c'est ça. La vue, elle sera belle. La vue sera belle, ils vous croient sur parole, mais c'est à peu près tout ce qu'ils ont comme garantie. Tandis que quand vous l'amènez sur place, que vous dites, voilà, ça c'est l'appartement, voilà où sera la chambre, voilà où sera la cuisine, etc. Là, ils vont commencer peut-être à plus se projeter, à être un petit peu plus, disons, disposés à prendre une décision et aller de l'avant. Mais c'est pas facile à vendre une promotion, même en cours de construction, sachant que bah, quand tu visites une propriété complètement brute avec que du béton, ça paraît microscopique dedans. C'est tout sombre, c'est tout petit. Tu dis, mais putain, mon lit va jamais passer ici. C'est pas possible. C'est pour ça que c'était plus facile quand on pouvait vendre sur plan, parce qu'ils pensaient, ils voyaient les images 3D qui sont aménagées, qui sont embellies en plus généralement, parce qu'on vous met du beau mobilier, etc., qui ne sera pas forcément le cas Alors, le produit final est censé être quand même représentatif et disons fidèle à ce qu'on vend aux gens, mais c'est vrai que la décoration et la mise en scène est souvent un petit peu décalée par rapport à la réalité. Mais oui, effectivement, quand c'est brut et puis qu'on va visiter, parfois même moi je me dis mais wow, le salon est minuscule, où est-ce qu'il va mettre sa table à manger, où est-ce qu'ils vont puis c'est cher chez nous, donc forcément pour acheter 100 mètres ou 120 mètres carrés aujourd'hui dans les belles communes, c'est plus d'1,5 million, voire proche de 2 millions avec le parking, etc. C'est pas donné pour tout le monde, enfin il faut c'est difficile. C'est clair. Et puis, est-ce que tu as déjà rencontré ou tu as déjà vu récemment, parce que j'imagine que tu as dû être en concurrence sur des terrains sur lesquels tu t'es positionné, tu n'as pas pu acheter parce qu'il y a une entreprise générale qui a acheté avec une rentabilité à 0 parce qu'il fait bosser ses gars. Et voilà. Ils en sont où là maintenant, ces gens-là, avec des plans financiers qui tenaient la route il y a 5 ans, qui ont été autorisés entre deux, mais la construction commence maintenant. Entre deux, il y a 30% d'augmentation de construction. Il y a les prix qui flanchent un peu. Donc souvent, c'est compliqué. Alors, les gros qui se trompent, ils se trompent. Et puis, comme on dit en anglais, bite the bullet. Donc, ils avalent le truc. Et puis, il faut une très mauvaise opération. Mais ils restent. Les petits ou les petites EG, entreprises générales, les petits architectes qui ont mis toutes leurs billes dedans, eux, ils coulent en général. Ils se mettent en faillite, ferment la boîte, puis ils en rouvrent une autre 3 mois après, et puis ils recontinuent.
Mais c'est vrai qu'on voit quand même pas mal de. Moi, c'est une des plus grosses frustrations dans le métier de promoteur aujourd'hui, c'est que Ouais. alors, nous, on essaie de faire notre métier avec une approche rationnelle et objective des coûts, du plan financier, du prix qu'on est prêt à payer pour un terrain. Alors, Ouais. on peut payer un premium quand c'est vraiment extrêmement bien placé ou que le terrain donne des attributs déterminants au futur projet, notamment une vue, par exemple, extraordinaire ou une commune, un emplacement dans une commune qui est vraiment extrêmement recherché. Mais globalement, nous, on se retrouve sur des parcelles, et c'est arrivé encore il y a 10 jours pour nous, où on se positionne sur un terrain à un prix très acceptable, donc un prix qui est même au-delà du prix qu'on devrait payer. Et vous avez le vendeur ou la wari ou les héritiers qui vous appellent d'un coup un jour et qui vous disent: désolé, on a reçu une offre 800 000 francs au-dessus. Mais on parle d'une parcelle à 3 millions. Donc la différence, elle est de 25 ou 30% en plus. Ouais. Moi, j'ai mon plan financier sous les yeux. Alors, on peut construire plus ou moins cher, mais le coût de construction au mètre cube, on le connaît. Alors, on peut faire du très luxe ou moins luxe ou pardonnez-moi, la camelote, du bas de gamme, mais vraiment en mettant les matériaux les moins chers. Mais l'un dans l'autre, la différence, elle n'est pas de 50%. Le coût de construction, il va osciller de allez, 10, 15%, peut-être 20%. Mais vous savez ce que ça va coûter de construire. Les prix de vente, j'ai plus de 500 transactions à mon actif. Je connais, je sais pricer un projet, je sais ce qui va se vendre. Mais quand je fais le plan financier de cette personne dont je parle, il doit vendre à 17 000 francs du mètre quand il faudrait vendre à 12. Donc, je me dis, mais c'est pas possible. Et parfois, des fois, je suis tellement énervé que je les appelle parce que je sais qui c'est en face de moi. Je dis, excuse-moi, avec tout le respect que je te dois, comment tu fais? Explique-moi parce que j'ai vraisemblablement quelque chose que j'ai pas compris. C'est quoi la Ouais, mais réponse? tu vois, nous, c'est compliqué. Alors moi, bah, tu l'as dit toi-même, je fais bosser mes équipes. Là, ça me donne du boulot pour 2 ans. Donc déjà, je comprends qu'ils bossent à zéro. Ouais. Et puis après, bah, il m'explique que alors, j'ai 3 contrats à faire. Sur les 8 lots, il y a 2 sous-traitants qui prennent un lot. Moi, j'en garde un. Donc en fait, il ne vend pas du tout 8 lots au prix qu'il veut. Il a 3 lots à vendre. Et puis, bah, d'une manière ou d'une autre, il essaye de faire la pirouette et puis de vendre. Mais pour moi, Oh. ça me terrorise. Moi, je me mets dans ces baskets. Je me dis, mais mon Dieu, je dormirais pas bien la nuit si C'est j'avais clair. cette épée Damoclès au-dessus de la tête. Mais ils payent. Et alors, je les suis de près quand les vendeurs me donnent les offres. J'appelle chaque semaine jusqu'au moment où ils vont signer le terrain au prix qu'ils prétendent le vendre. Et puis, ils se vendent effectivement au prix que le vendeur me dit. Mais oui, on a signé hier à 3,8. Alors, je leur dis bravo, je suis content pour vous parce que moi, j'allais vous payer 800 000 francs de moins. Mais bonne chance au type qui vous l'a acheté. Et c'est vrai que, alors, C'est incroyable. voilà. C'est incroyable. Ça- Mais ce que je trouve fou, c'est que est-ce que la banque suit? Parce que là, moi, je comprends pas comment ils font leur plan financier parce que Alors, la banque, si sur 8 lots, il y a 3 lots qui partent à des entreprises qui vont faire les travaux, des sous-traitants et qu'il y en a 2, c'est toi, un cousin qui achète, je veux dire, la suit banque, je pas, pense quoi. que. Alors, certains, ils vont. Je pense qu'après, je ne suis pas dans leur discussion, mais je présume Ouais, qu'ils vont devoir mettre plus de fonds propres ou que la banque va lisser son risque en avançant moins de fonds ouais. ou en leur donnant des conditions d'octroi de financement qui sont beaucoup plus drastiques que qu'en temps normal. Après, quand c'est des entreprises générales qui achètent, bah forcément, il y a une maîtrise des coûts qui est un peu différente parce qu'il n'y a pas la marge de l'EG. Alors, les EG ne gagnent pas beaucoup d'argent. Il ne faut pas penser que En plus, ouais, c'est les ça. marges sont assez restreintes, surtout aujourd'hui avec l'augmentation des coûts de construction. Ouais. Mais mine de rien, ils ont quand même un petit peu moins de coûts pour ne serait-ce que même l'élaboration des plans d'exécution ou d'un suivi de chantier, Mmh. etc. Ouais. Ils savent où aller, ils savent comment faire. Donc je pense qu'ils maîtrisent mieux l'aspect de la construction que moi qui dois le sous-traiter à une entreprise générale, vu que j'ai pas cette casquette-là à l'interne. Je présume qu'ils s'en sortent. Alors certains coulent, mais certains arrivent à sortir le projet. Ouais, c'est incroyable. Bravo, mais honnêtement, c'est à zéro ou alors avec une petite perte, ou alors ils ont réussi à bosser 2 ans pour garder la tête hors de l'eau, mais je vois pas comment ils gagnent de l'argent. Pour certains. Certains en gagnent, évidemment, c'est un peu le but, mais Ah, c'est compliqué, hein. c'est Franchement, compliqué. c'est compliqué. Ouais. Je me demande comment ça va évoluer, ça. Et mais bon, là, c'est un bon test, en tout cas, maintenant, parce qu'il y a sur, Ouais. les 3-4 prochaines années maintenant où vraiment il y a tous ces projets qui Mhm. ont débuté avant, qui se font autoriser petit à petit et bah, là, on va vite se rendre compte, en fait, de qui a C'est- calculé n'importe comment. Exactement. Mais nous, on a 2 projets en vente qu'on a lancés récemment, là, de nos projets à nous. Ça se vend, mais c'est beaucoup plus long que ce qu'on pensait. On a lancé le dernier récemment. Alors, Ouais. évidemment, il y a des demandes, on a les premières réservations qui tombent maintenant. Mais il y a 2 ans, le même projet, je l'aurais mis en ligne, j'aurais vendu tous les lots en 2 semaines. C'est plus le cas D'accord. aujourd'hui. Il Ouais. faut convaincre, il faut accompagner, il faut aller sur place 3 fois, il faut qu'ils viennent au bureau. C'est 12 cafés, et ci, et ça, et faire venir le courtier en hypothèque qui va leur expliquer, les convaincre en leur expliquant que voilà, ça va leur coûter effectivement exactement tant. Nous, Ouais. on vend beaucoup en code par terrain, donc ils économisent des frais, ils économisent sur les frais des droits de mutation, les frais d'achat, Ouais, ça c'est leur coûte intéressant moins ça. cher. Ouais. Donc, voilà, il faut être malin, faire preuve d'un peu de malice, il faut pas flouer les gens. Ça, je suis un fervent défenseur de ça.
c'est encore une fois l'acquisition la plus importante d'une vie pour la plupart de ces gens. Il faut être de bons conseils. Moi, quand je vois que quelqu'un, et ça arrive, est trop ric-rac, il va tirer là, puis encore les parents, puis ceux qui prêtent de l'argent, puis machin, puis ils sont au taux d'effort maximum, ils dépassent même de 1 ou 2%, puis la banque est gentille, elle leur donne l'argent. Moi, je leur dis, à un moment donné, c'est vulgaire, mais si c'est pour manger des pâtes au ketchup pendant 6 ans après, parce que vous n'avez plus d'argent à la fin du mois, faites pas ça. Achetez plus petit ou achetez plus tard, mais économisez un peu plus d'argent. C'est Il clair. faut être confortable quand on achète. Il faut le faire en étant serein. Il faut que la charge financière soit viable. Surtout s'il y a des enfants, une famille, puis d'autres activités que simplement payer un loyer ou une hypothèque à la fin du mois. Il faut le faire de manière décontractée. Tu ne te rends pas compte le nombre de personnes qui me demandent mais je peux faire un crédit à la consommation pour payer les frais d'achat. C'est le début de la fin, ça. Purée. C'est clair. Alors, mon père peut faire un crédit à la consommation, me donner de l'argent, ça c'est donation, c'est fonds propres. Après, il paye 8% d'intérêt sur le... Non, il faut acheter quelque chose de confortable pour vous, à la hauteur de votre porte-monnaie. Ouais. Allez pas au maximum de votre possibilité d'endettement, si vous pouvez. Alors, parfois, c'est une volonté, puis un caprice ou un coup de cœur tel qu'on va le faire. Mais il faut que ce soit quelque chose avec lequel vous puissiez vivre, parce que c'est quelque chose qui va vous suivre pendant plusieurs années, pendant longtemps. En plus, vous n'arrêtez jamais de payer en Suisse. Vous êtes endetté toute votre vie en général, si vous gardez le même logement ou que vous vendez pour acheter un autre. Donc voilà, il faut être un petit peu réaliste et objectif dans ses projets, dans ses désirs. C'est clair. Et comment est-ce que fait un primo-accédant pour savoir si ce qu'il achète, c'est le bon prix ou pas Comment est-ce qu'il trouve des opportunités? Souvent, qu'on me demande. J'envoie souvent vers les courtiers. Je dis, bon, ben, tâte un peu le terrain, toi, un réseau. Pour moi, un des premiers indicateurs, c'est quand même, alors, pas toujours raison nos banquiers, mais c'est quand même eux qui financent le bien. Si vous allez voir une banque en disant, j'ai vu ce studio à 300 000 balles ou 400 000 francs, j'aimerais l'acheter, puis que la banque vous dit, non, mais nous, on le finance à 250, c'est qu'il y a un problème. Donc, si la banque vous dit, écoutez, le prix qu'on a, nous, on peut le financer avec un financement standard, 80% de dette, 20% de fonds propres, c'est que déjà, les prix sont validés. Les banques, il faut savoir que ce n'est pas une science obscure, hein, ils utilisent des méthodes d'estimation qui sont des programmes. Alors, les programmes SIFI, First Partners, c'est des programmes qui utilisent différentes moyennes, différents types d'estimations. C'est des estimations, c'est des comparables, c'est des valeurs hédonistes, c'est des différentes moyennes valeurs qui mettent ensemble pour donner un prix de marché. Mais il faut être quand même dans le tir par rapport à ça, premièrement. Et puis après, je veux dire, on peut assez rapidement, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de sites, ça peut être des portails, ça peut être même des rapports, de nouveau, des banques, des assurances, qui donnent des moyennes, des médians par rapport à des prix mètres carrés, dépendamment de certains secteurs géographiques. Si vous voyez que la commune dans laquelle vous vivez, le prix moyen ou le prix médian est à 8 000, et puis qu'on vous vend un studio à 9 500 francs du mètre, alors, il y a un problème. Ou alors, c'est tellement extraordinaire que ça vaut la peine de payer le premium. C'est n'importe quoi. Peut-être que le studio, il est en première ligne du lac. Ah oui, ça va être plus cher, mais il y a une raison. Vous avez une vue panoramique, le studio, il est là. Là, on peut y aller. Mais le truc qui est plus cher, 20, 15, 25% plus cher que le marché, à un endroit où on ne peut pas le justifier, c'est que vous avez peut-être un vendeur ou un courtier qui a mal fait son travail, ou un vendeur qui est un petit peu désillusionné par rapport à la réalité du marché. Ouais. Puis là, il faut attendre. Il faut attendre, suivre l'objet, il baissera, le prix baissera, parce qu'il ne se vendra pas à ce prix-là. Donc, le conseil que je peux donner aux gens qui cherchent, flairent la bonne affaire, déjà, c'est soyez prêts avec votre financement. Il faut connaître sa capacité de financement, il faut connaître le budget que vous avez précisément en main avant de commencer les recherches. Le faire dans l'autre sens, ça ne sert à rien. Ça crée des frustrations. On va trouver quelque chose qui nous plaît. Et là, il faut à peine commencer à monter un financement ou à aller voir un banquier pour la première fois. On peut perdre du temps et les bonnes opportunités, on les perdra. C'est la première chose. Puis ensuite, il faut suivre le marché. Mettez des alertes sur toutes les plateformes avec des critères le plus précis possible. Faites-vous 2-3 copains courtiers. Copains courtiers, c'est facile à dire, mais allez voir 2 agences, parlez avec des gens. Voilà, il faut rester informé. Et puis, il faut visiter plein de choses. Allez visiter même des choses qui ne sont peut-être pas attrayantes sur une photo. Allez voir un maximum d'objets dans votre budget. Vous allez déjà comprendre ce qui ne vous plaît pas, ce que vous voulez absolument avoir et les attributs nécessaires pour l'achat du bien. Et puis après, quand vous avez compris un petit peu le marché, les prix moyens dans le secteur, et puis le type d'objet que vous convoitez, vous allez vous rendre compte si ce qu'on vous propose tient la route. Alors, ce ne sera pas toujours l'affaire du siècle, mais ça peut être une affaire tout à fait convenable à un prix de marché et vous ne ferez pas une mauvaise opération. Ouais, complètement. Voilà. Et est-ce qu'il faut acheter plutôt neuf ou pas neuf? Rester en vieux, ça rénové. Dépend. Alors, il y a des avantages dans les deux. Acheter neuf, a priori, si c'est bien construit, c'est moins de problèmes les premières années. Il y a des garanties de construction. Esthétiquement, c'est aussi des immeubles qui sont plus agréables à regarder qu'un immeuble des années. De l'architecture dans nos contrées sont pas toujours. Pour monter de quelques décennies, c'était pas toujours dingue. Immeuble des années 70. Exactement, par exemple, avec des murs en carton. Mais je dirais neuf pour certaines choses. Après, acheter du vieux, ça a des avantages.
On peut acheter du vieux. Fiscalement, c'est intéressant. Si vous achetez quelque chose à rénover, alors, c'est en train de changer apparemment. Ils sont en train de revoir un petit peu leur copie, nos fiscalistes et nos politiciens, mais pour l'instant, le statu quo est maintenu. Donc, on peut défalquer complètement les travaux de rénovation qu'on fait dans son bien de son revenu. Après, si vous le faites intelligemment et que vous le faites sur 2 ans, ou vous le faites à cheval entre la fin de l'année et le début de l'année d'après, puis que vous faites 100 000 francs de travaux, puis que vous gagnez 100 000 francs à la fin de l'année, les 100 000 francs de travaux, vous pouvez les déduire de votre revenu. Donc, vous payez pratiquement pas d'impôt ou zéro impôt l'année d'après. Moi, j'ai des clients, alors je les suis maintenant un peu moins, mais j'ai eu des clients les 10-12 dernières années qui ont déménagé 3 ou 4 fois. Qui ont acheté une petite maison, qui l'ont rénovée, qui n'ont pas payé d'impôt 2 ou 3 ans, qui ont habité dedans, qui l'ont revendue, souvent même parfois avec une plus-value, qui ont racheté autre chose, d'ancien, re-rénové. Et puis, ils ont fait la pirouette tous les 3-4 ans. Et puis, ils ont une fiscalité quasiment neutre depuis 10 ans. C'est intéressant. Alors, il faut dénicher le bon objet, il ne faut pas avoir peur des travaux. Ouais. Faire des travaux, ça a des risques. Faire les travaux quand tu habites dedans aussi. C'est embêtant, Ouais. mais ça peut aussi être contraint à des mauvaises surprises. Acheter quelque chose de trop vieux, d'un coup, on n'a pas anticipé quelque chose, et puis en fait, ça coûte beaucoup plus cher que ce qu'on avait budgété. On n'a pas forcément aussi l'argent de le faire tout de suite. Donc, il faut être vigilant, mais je dirais, pour répondre... Après, il y a des gens qui n'aiment pas le neuf, il y a des gens qui aiment l'ancien, qui aiment la vieille pierre, qui vont être très contents d'aller vivre dans une vieille ferme rénovée parce que c'est ça qu'ils veulent. Des plus hauts plafonds, c'est des gros murs en pierre. Cachet, des fois. Du cachet, qui se perd un petit peu dans les constructions récentes. Ouais. Donc, il y a un peu de tout, il faut voir ce qui vous plaît, et puis après, il faut regarder aussi votre budget, et puis votre envie de faire des travaux ou pas, parce que c'est pas facile non plus de faire. On sait pas toujours. Moi, tu me dis, fais des travaux chez Ovalet, chez à qui demander, c'est assez facile. Je pense que toi aussi, mais pour monsieur et madame tout le monde, on leur dit de rénover une salle de bain, ils sont paniqués. Faut aller chez qui? Mais je vais me faire rouler. Combien on va me vendre le carrelage? Comment est-ce que je le choisis? Fondamentalement, c'est pas très difficile, mais c'est un apprentissage supplémentaire dans le processus d'acquisition. Complètement. Ok, magnifique. C'est quoi les objectifs pour Rockwell Properties sur les années à venir? Vous êtes combien là d'ailleurs? On est une dizaine. On est 9 Ok. actuellement. On a de nouveaux qui commencent bientôt. On ouvre à Genève l'année prochaine. Excellent. Donc on a des projets d'expansion pour ça. Nos objectifs, c'est de continuer à donner, alors c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais un service de qualité à nos clients, parce qu'on a bonne réputation pour ça. Être de bons conseils. Le métier du courtage, il se transforme un peu. Il s'est beaucoup transformé ces 10 ans, notamment à cause de la démocratisation des plateformes, de la visibilité qu'a l'immobilier. Les acquéreurs et les vendeurs sont beaucoup plus éduqués qu'avant. Moi, je me rappelle, dans mon ancien emploi, il y avait un ou deux courtiers qui étaient là depuis 50 ans, 40 ans, des vieux de la vieille qui se fichaient de nous, ils disaient non, vous n'êtes pas des courtiers, c'était pas ça ce métier à l'époque, c'était un vrai, il fallait cravacher, il n'y avait pas d'annonce, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de ci, il n'y avait pas de ça. Alors, c'est vrai que quand on se projette il y a 30 ans, mon Dieu, mais comment ils faisaient les gars? Mais ils faisaient. Enfin, c'était un métier très, très, très difficile, ça l'est encore, pour d'autres raisons aujourd'hui, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que le courtier est devenu fainéant. Le courtier aujourd'hui, son idéal, c'est de prendre un mandat en exclusivité, faire 3 photos, mettre une annonce en ligne et puis attendre que le client vienne vers lui. Évidemment, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. C'est ce qui a un peu donné une connotation négative à notre métier aussi, c'est que vous empochez de l'argent facile. Ouais. Alors oui, je ne vais pas mentir, parfois il y a des transactions qui sont faciles. On fait 2 visites, on a eu le mandat 2 semaines en portefeuille et puis on prend 50 ou 100 000 balles de commission à la fin. Ça, c'est dans un monde idéal. C'est pas toujours comme ça, même loin de là. Aujourd'hui, c'est un métier de requin. Moi, j'ai pas refait les statistiques récemment, mais il y a 1 an et demi, j'avais lu quelque chose qui m'avait interpellé, qui disait qu'il y avait 16 000 objets en vente en Suisse pour environ 6 000 courtiers. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a en moyenne à peu près 2,5 objets à vendre sur le marché par agent qui existent en Suisse. Okay. Je te le dis, moi, ça fait des années que je fais ça. Si tu as 2,5 mandats dans ton portefeuille, tu meurs de faim. Ouais. Donc, c'est pas possible. Donc, c'est très peu de mandats pour beaucoup d'acteurs. Donc, déjà, il faut se lever tôt le matin pour avoir un portefeuille. Mais surtout, quand je parlais du courtier qui devient fainéant, il faut aujourd'hui que le courtier l'accompagne l'acheteur. La clé, pour moi, aujourd'hui, c'est ce que je dis à mes équipes tous les jours, elle est là. Je ne vais pas donner de conseils à tous mes concurrents, mais je pense qu'ils sont assez intelligents pour le comprendre. Aujourd'hui, un acquéreur qui vient chez vous, il fait une visite, il a fait une demande, l'objet ne convient pas. Malheureusement, souvent, l'objet ne convient pas du premier coup. Ne le lâchez pas dans la nature, ce type. Ce type, c'est le type qui va acheter, qui va faire le marché. Ce n'est pas moi qui fais le marché, ce n'est pas le vendeur qui fait le marché. Moi, je peux t'estimer un bien au prix que je veux. S'il n'y a pas un type pour le payer ce prix-là, c'est que ça ne vaut pas ça. L'acheteur, c'est celui finalement qui concrétise la transaction. C'est ce type-là qu'il faut soigner. Avoir des mandats, les mandats, ils sont partout. On peut avoir un mandat. Si on ne l'a pas en direct, on peut trouver un confrère qui le partage. Pour moi, aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est d'avoir un acquéreur qualifié et actif qui est prêt à dégainer tout de suite, qui est prêt à acheter. Moi, je dis à mes gars, quand tu finis ta visite, tu ne le laisses pas. Invite-le à boire un café, amène-le au bureau, vous asseyez une demi-heure, 1 heure, comprends bien ce qu'il veut, soigne-le.
Parce que les acquéreurs, ils appellent tous les jours dans l'agence, ils envoient des emails. Bonjour, je cherche X ou Y, je cherche ça. Évidemment, nous, on le rentre dans la base de données, mais c'est à peu près ce qu'on fait ou ce qu'on faisait seulement. Mais ce type, si tu mets 2 semaines de ton temps pour lui dénicher quelque chose qu'il n'a pas vu sur les annonces, parce que tu as passé 50 coups de téléphone, ou que tu es allé sonner à des portes pour lui trouver ce qui convient à ses critères, et que tu lui montres quelque chose qu'il n'a pas vu et qui lui plaît, c'est une commission garantie. Et c'est un service de qualité. Lui, il va te recommander à 50 autres personnes. Et puis, c'est un peu comme ça que tu utilises cette toile autour et puis qui prend des années à mettre en place. On parlait des jeunes et du conseil qu'on peut leur donner. C'est pas un métier où il y a des raccourcis. Être un bon courtier, ça prend des années. Pas pour faire des transactions. Tu peux faire, moi j'ai fait ma première vente au bout d'1 mois et demi quand j'ai commencé ce métier. Faire une vente, évidemment, c'est le but de ton travail, mais tu t'en feras des ventes. Ce qui est important, c'est de créer ton réseau. Et ça prend très, 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 très longtemps. Un réseau de qualité, que ce soit les avocats, les notaires, les courtiers, les constructeurs, les promoteurs, et puis tous les métiers annexes autour qui vont te rapporter, évidemment, les transactions que tu fais, des recommandations, et puis qu'au fur et à mesure des ans, tu utilises cette toile. Moi, chaque semaine, on m'appelle, sans même que je fasse de prospection à titre personnel. Bonjour Bardia, bonjour Monsieur Louis, vous aviez vendu ça, on s'était vu il y a tant d'années, ou tu as fait ça, ou vous avez été recommandé par Monsieur, Madame Intel, on a quelque chose à vendre, est-ce que vous pouvez venir estimer le bien? Et une fois qu'on en est là, en général, on T'as gagné là. On a gagné là. Pas tout à fait. C'est clair. Mais c'est très très intéressant ce que tu dis, parce que très souvent c'est le contraire qu'on entend, tous des courtiers. Du genre, ce qui est important, c'est de trouver des mandats, parce que les acheteurs ils sont partout. Alors maintenant, ça a changé ces 2 dernières années, mais c'est vrai que, enfin cette dernière année surtout, mais c'est vrai que 2020, 2021. Voilà, c'est aussi quand c'est facile que y a des gens qui arrivent de partout, des gens qui commencent à faire n'importe quoi. Et quand ça commence à être plus dur, genre maintenant, j'imagine que le métier se nettoie beaucoup. Des gens qui étaient là en 2021 qui. Évidemment, et les transactions, vu qu'elles se font beaucoup plus lentement, je t'ai dit au début, on a une transaction qui a baissé de 30 ou 40%, faut être inventif. Il faut trouver d'autres manières de faire en sorte que les transactions aboutissent. Et pour moi, aujourd'hui, la clé, elle est dans l'acheteur. Alors, des structures qui sont lancées, je ne vais pas les nommer, qui prônent faire ça. C'est maladroitement mis en place pour moi, il faudrait le faire un peu différemment. Mais je ne parle pas forcément de mandat de recherche, mais en tout cas de soigner beaucoup plus une partie, pour moi, la partie la plus importante de la transaction, de soigner l'acquéreur. Et quand je dis soigner l'acquéreur, c'est de prendre la peine de le rappeler 10 fois en 2 semaines. Et il y en a, ils sont surpris parfois. Franchement, bravo. Ou ils m'appellent, moi, ou ils font mettre un commentaire sur Google. Franchement, incroyable. De toutes les agences qu'on a vues, vous êtes les seuls qui avaient. Alors, moi, on me lâche dans la nature après une visite. Votre courtier m'a appelé 5 fois depuis lundi, on s'est vu la première fois, pour me proposer des choses que je n'avais pas vues, dont je n'avais pas connaissance. Ça, c'est souvent ce qui fait qu'à la fin, on fait la vente nous et pas un concurrent. Et, donc, j'invite tout le monde à ne pas faire ça. Comme ça, on peut continuer à le faire tout seul. Ok, magnifique. Merci infiniment, en tout cas, pour le partage. Merci à toi. Une dernière question que j'avais sur les grosses transactions à Genève que vous faites à plusieurs dizaines de millions. Et c'est quel genre d'acheteur, ça? Alors, pour la plupart, il suffit de taper leur nom sur Google et puis vous verrez que c'est des grandes familles ou des grands patrons de l'industrie, que ce soit la tech, que ce soit les matières premières, que ce soit la finance, que ce soit... évidemment, quand on commence à avoir des surfaces financières qui te permettent d'acheter des maisons à 30, 40, 50, 60 millions, en général, t'es connu. Vraiment que ce soit l'argent qui vienne de Colombie ou du Mexique, pour pas dire d'où ça vient, mais ils peuvent pas acheter chez nous. Mais non, c'est des transactions qui se font très discrètement, généralement. On en a fait une récemment cet été à Colonie. J'avais même pas une photo de la maison. J'en ai même pas pu faire un dossier parce que les vendeurs voulaient que ça reste parfaitement confidentiel. Les œuvres d'art dans les maisons, il y a des choses, il y a... Même ne serait-ce qu'on veut pas que ça s'ébruite. Alors à Genève, malheureusement, ça marche au début. Puis après, une fois qu'on fait la vente, c'est publié. Donc on a le nom de l'acheteur, du vendeur et le montant de la transaction. Donc la confidentialité, elle est relative. D'ailleurs, c'est pour ça que Bilan m'a appelé un jour en me disant on a fait la vente, on peut vous citer. Oui, on peut me citer, évidemment. La pub gratuite, je vais pas dire non. Mais disons, mais dans la démarche au début, c'est des profils, oui, c'est comme je dis, c'est ou des grandes familles qui ont des maisons depuis toujours et puis qui finalement les héritiers vendent, ou des grands patrons d'industrie, ou alors il y a beaucoup eu à Genève récemment cette bulle, on disait que les traders en matières premières ont fait une bulle dans l'immobilier de luxe sur Colonie, Collonges et les communes bourgeoises de Genève. Une bulle, c'est un peu fort, mais ils ont créé un petit marché qu'ils ont mis un peu sous stéroïdes pendant ces années parce qu'ils ont touché des bonus absolument indécents. Et puis un des premiers véhicules d'investissement vers lequel ils vont, c'est une grosse maison. Donc ils viennent et puis les visites durent quelques minutes. Ils viennent, c'est des gens en général qui savent ce qu'ils veulent en plus. Ah ouais, ça me plaît, c'est cool, on y va. C'est combien? 50? Ok, tiens, et puis on y va. Ouais, ça fait rêver. Pas trop de problème de financement. C'est marginal. Encore une fois, c'est beau de le faire, c'est génial, c'est gratifiant, et puis on est content. La commission, elle est en conséquence.
mais c'est marginal par rapport au montant global des transactions qu'on fait sur une année à l'échelle d'un canton ou d'une Ouais, ville. bah, bien sûr. C'est bien de le faire quand on peut accéder à ce marché. Alors, il n'y a pas tout le monde qui traite ces objets-là. Ouais. Il faut avoir la clientèle pour. Il y a des codes de conduite, de présentation. Il faut comprendre un peu la langue que parlent aussi ces gens. Mais oui, c'est bien. C'est clairement plus agréable et plus stimulant d'aller montrer un bord de lac à 40 millions qu'un appartement, je sais pas, moi, à Sion, au fin fond de Prix, au Renan, à Lausanne. Donc, Ouais, bien mais sûr. il n'y a pas il y a pas de raccourci. Il faut commencer en bas. Je dis pas qu'il faut pas prendre un mandat à 5 millions quand vous êtes dans votre première année de courtage. Si vous l'avez, faites-le. Vous voulez peut-être le vendre. Commencer petit, comprendre le métier, faire son réseau, et puis petit à petit augmenter la valeur du portefeuille, la valeur des objets, et puis le reste se met en route un peu naturellement. Ouais, bien sûr. Mais sur ces acheteurs, c'est des Suisses ou c'est des personnes aussi à l'étranger qui déménagent en Suisse? Il y a tout. Alors, C'est les ça. grosses maisons récemment, je pense quand même, ce qu'on observe, c'est que les très grosses transactions ont des prix complètement exorbitants. C'est souvent des étrangers, ou c'est des gens qui sont en emploi en Suisse, mais qui ne sont pas des Suisses, Mhm. avec qui bossent dans des grosses corporations internationales, des grosses Ouais. boîtes de négoce, dans la tech, dans la finance. Mais pas forcément. Alors, moi, j'aime pas faire de distinction, et parce qu'on est Suisse, qu'on n'a pas l'argent, qu'on peut pas. Alors, Ouais. de nature, le Suisse est plus discret. Ouais. Donc, la maison ultra contemporaine en béton brut à 50 millions dans la hauteur de Colonie, c'est probablement pas la grande famille suisse bourgeoise qui va venir l'acheter. Ça va Bien plutôt sûr. être le type qui est là, un jeune trentenaire ou quarantenaire qui gagne des millions en faisant du négoce, qui va dire ah bah tiens, je vais habiter là, ça a l'air cool. C'est plutôt ça le profil quand même. Globalement. Voilà. D'accord. Bon, bah, magnifique. Merci beaucoup pour l'échange et le partage. Avec Très plaisir. intéressant. Merci de m'avoir épisode. reçu. Et puis à très vite. En tout À cas, je vous bientôt. souhaite le meilleur pour la suite. Merci Edouard. Ciao, À ciao. bientôt. Ciao, ciao.